À 23 heures, dans la nuit du 3 janvier, une séquence précise est censée faire basculer l'État en quelques heures. Une neutralisation ciblée, l'attaque d'une résidence, puis la mise hors service d'une base de drones. Peu de moyens, mais une architecture pensée pour créer un vide immédiat avant toute réaction institutionnelle. Pourquoi cette mécanique place-t-elle Ibrahim Traoré au centre, non comme symbole abstrait, mais comme point d'entrée humain d'un système soumis à des loyautés instables et à une pression continue? Une nuit évitée révèle alors moins un exploit spectaculaire qu'un test silencieux de solidité. Ce récit propose de quitter l'émotion immédiate pour suivre la mécanique étape par étape afin de comprendre ce que cette tentative dit réellement du pouvoir, de ses vulnérabilités et de ses capacités de réaction. L'enjeu pour le spectateur est simple: disposer en quelques minutes d'une grille de lecture claire pour distinguer le choc de surface des transformations plus durables qu'il révèle. Ici, il ne s'agit pas de désigner des coupables définitifs ni de valider un récit officiel, mais d'examiner comment une séquence de sécurité est construite, financée, synchronisée, puis interrompue. À travers cette analyse, une question centrale traverse l'ensemble. Comment un système politique réagit-il lorsqu'il est testé non par une attaque massive, mais par une opération calibrée pensée pour exploiter des zones grises de loyauté et de vigilance? Ce choix d'angle permet aussi de mesurer les coûts invisibles: resserrement de la gouvernance, transformation du quotidien et glissement progressif de la sécurité vers une norme permanente. Comprendre ces mécanismes aide à éviter deux pièges opposés: la dramatisation excessive et la banalisation dangereuse. Entre les deux se joue la capacité à lire les signaux faibles sans s'y perdre. Dès les premières minutes du récit officiel, un chiffre agit comme un révélateur discret. Environ 70 millions de francs CFA auraient été mobilisés pour financer l'opération décrite. Cette somme, modeste à l'échelle d'un État, mais significative pour un réseau, suffit à transformer une intention diffuse en plan coordonné, capable d'agir en une seule nuit. Ce détail chiffré change la lecture. Il ne s'agit ni d'une improvisation, ni d'une armée clandestine, mais d'une architecture légère pensée pour maximiser l'effet de surprise. À partir de là, le contexte s'éclaire. Les autorités décrivent une séquence déclenchée à une heure précise, autour de 23 heures le 3 janvier, moment choisi pour exploiter une baisse relative de vigilance et ralentir les chaînes de commandement. La neutralisation de Ibrahim Traoré n'est présentée que comme la première pièce d'un enchaînement plus large: attaque de sa résidence pour semer la confusion, puis ciblage d'une base de drones afin de réduire la capacité de surveillance et de réaction rapide. Chaque étape dépend du succès de la précédente, créant une logique d'emboîtement où l'échec initial fait s'effondrer l'ensemble. Ce schéma prend sens dans un Burkina Faso engagé dans une phase de transformation rapide, marquée par des réorganisations politiques, des lignes de loyauté mouvantes et une centralité accrue de la sécurité. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré incarne à la fois un centre décisionnel et un symbole, ce qui explique pourquoi le plan vise un point humain précis plutôt qu'une institution abstraite. Le récit insiste aussi sur le rôle des civils, non comme figurants, mais comme relais destinés à donner l'apparence d'un soutien populaire après l'action militaire. Ainsi se dessine une tentative de déstabilisation systémique, financée, séquencée et pensée pour créer un vide rapide avant toute réaction coordonnée. La question devient alors inévitable: qu'est-ce qui, concrètement, a empêché cette mécanique d'atteindre son point de non-retour? À mesure que la chronologie se précise, un acteur discret prend une place centrale dans le récit: l'appareil sécuritaire, décrit non comme un bloc héroïque, mais comme une chaîne de vigilance continue.
Le discours officiel met moins l'accent sur une arrestation spectaculaire que sur un travail en amont, fait de surveillance des communications, de recoupement de signaux faibles et de démantèlement progressif de relais avant leur passage à l'acte. Cette approche déplace le centre de gravité de l'événement. L'attaque n'est plus le cœur de l'histoire, son interception l'est davantage. Deux micro-cas illustrent immédiatement cet effet. D'un côté, des civils interrogés pour avoir servi d'intermédiaires, parfois pour transmettre un message ou livrer un objet sans en mesurer la portée. De l'autre, des militaires soupçonnés d'avoir tenté de convaincre d'autres soldats de rejoindre des groupes d'action aux missions précises. Ces exemples courts montrent que la menace décrite n'est ni totalement externe ni pleinement populaire. Elle se situe dans des zones grises où opportunisme, fatigue et loyautés instables se croisent. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré cesse d'être seulement la cible finale d'un projet violent. Il devient le point autour duquel se cristallise une mobilisation plus large, impliquant services de renseignement, forces armées et vigilance citoyenne. Les autorités insistent sur ce basculement narratif. Protéger le chef de l'État revient à tester la cohésion interne bien au-delà de sa personne. Ce recentrage a un effet immédiat sur la lecture de l'événement. Il transforme une tentative d'assassinat en indicateur de solidité systémique. La question n'est plus seulement de savoir ce qui a été évité, mais ce que cette prévention révèle sur la capacité d'un État à détecter, absorber et neutraliser une menace avant qu'elle ne devienne visible. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas l'attaque qui mesure la fragilité, mais sa détection. La chronologie décrite par les autorités suit une logique en trois temps, pensée pour monter en puissance sans laisser de marge de récupération. Tout commence bien avant la nuit du 3 janvier, dans une phase d'activation discrète. Les services de sécurité évoquent la préparation progressive de relais humains, civils et militaires chargés de rôles distincts mais complémentaires. Certains observent, transmettent, ouvrent des accès. D'autres recrutent, convainquent, structurent de petits groupes d'action. Rien n'est présenté comme spontané. La montée est suffisamment lente pour passer sous le radar, mais calibrée pour frapper en une seule nuit. Vient ensuite le moment du pic. Autour de 23 heures, le 3 janvier, la séquence est censée basculer. La neutralisation de Ibrahim Traoré est décrite comme l'acte déclencheur, celui qui doit créer un choc initial et provoquer un effet de sidération. L'objectif n'est pas seulement d'éliminer une personne, mais de paralyser les chaînes de commandement durant les premières heures critiques. Dans ce scénario, chaque minute compte. Une attaque à très courte distance ou une action visant directement la sécurité de sa résidence doit semer la confusion immédiate avant que l'appareil d'État ne puisse se réorganiser. La mécanique prévoit alors une transition presque sans rupture vers une deuxième phase. Une base de drones est identifiée comme une cible stratégique, présentée comme un verrou technologique. Sa neutralisation viserait à réduire les capacités de surveillance et de réaction rapide, affaiblissant les moyens de reprise de contrôle du territoire. Ce détail est central. Il montre que la cible n'est pas uniquement politique, mais aussi technologique, pensée pour désarmer les outils qui permettent de rétablir l'ordre dans les heures suivantes. La troisième étape correspond aux répliques attendues. Les groupes civils mobilisés doivent apparaître dans l'espace public afin de donner l'illusion d'un soutien populaire. En parallèle, des militaires déjà acquis à la cause sont censés entraîner d'autres unités, créant un effet d'entraînement. Le désordre initial devient alors un levier stratégique, transformé en opportunité par un enchaînement rapide d'actions coordonnées. Ce qui frappe dans cette séquence est la logique d'emboîtement. Chaque étape dépend entièrement du succès de la précédente. C'est précisément là que le plan échoue. Selon les autorités, la détection en amont rompt la chaîne avant le point de non-retour.
Arrestations ciblées, surveillance des communications et démantèlement progressif des réseaux empêchent la synchronisation nécessaire au passage à l'acte. L'échec de l'attaque initiale contre Ibrahim Traoré entraîne l'effondrement de l'ensemble de l'édifice. La nuit, pensée pour provoquer un basculement durable, se referme sans produire l'effet escompté. Cette lecture souligne un point clé. La tentative ne reposait pas sur la force brute, mais sur le tempo. Une nuit courte devait produire un impact long. En la neutralisant avant le pic, l'État ne bloque pas seulement une action, il prive le réseau de son principal levier stratégique. Au point de départ, les autorités décrivent une menace de faible intensité apparente portée par un réseau limité, puis montrent comment quelques variables clés en modifient rapidement la portée. Le premier indicateur est financier. Une enveloppe d'environ 70 millions de francs CFA est citée comme seuil récent de mobilisation, suffisante pour rémunérer des intermédiaires, financer des déplacements et activer des relais locaux sans constituer une force lourde. Le delta est clair. Ce montant ne permet pas de contrôler durablement, mais il suffit à synchroniser une action courte et ciblée. Le deuxième indicateur est temporel. Le déclenchement opérationnel est situé autour de 23 heures le 3 janvier 2026, une fenêtre choisie pour exploiter la fatigue humaine, des chaînes de commandement ralenties et un effet de surprise maximal. À partir d'un niveau de vigilance ordinaire, ce choix horaire vise à créer un différentiel décisif dans les premières heures. Le gain attendu n'est pas la supériorité matérielle, mais l'avance cognitive. En d'autres termes, quelques minutes gagnées doivent direct compenser l'absence de moyens massifs. Le troisième indicateur concerne la répétition. Le récit officiel évoque au moins une troisième tentative visant Ibrahim Traoré en moins de 2 ans. Pris isolément, le chiffre reste imprécis. Pris en série, il dessine une tendance. Le delta n'est plus celui d'un échec ponctuel, mais celui d'une pression continue, faite d'ajustements successifs après chaque tentative déjouée. Tester, échouer, corriger, recommencer. La logique est incrémentale plutôt qu'explosive. Ces données ne cherchent pas à impressionner par leur ampleur, mais à crédibiliser une mécanique. Le financement indique un seuil d'engagement mesuré, trop élevé pour être improvisé, trop faible pour soutenir une escalade. L'horaire révèle une stratégie qui joue sur le facteur humain davantage que sur la force brute. La répétition, enfin, suggère un cycle où chaque tentative nourrit la suivante par apprentissage. Ensemble, ces éléments soutiennent un même message. La menace décrite est calibrée. Une objection demeure toutefois. Présenter un adversaire structuré, doté d'un financement identifié, d'un calendrier précis et de relais multiples peut aussi servir à renforcer l'image d'un pouvoir vigilant et indispensable. Dans cette lecture critique, la cohérence du récit répondrait autant à un besoin de légitimité qu'à la réalité du danger. Le risque serait alors de confondre enquête en cours et narration stabilisée, surtout lorsque l'essentiel des informations provient d'autorités directement impliquées. Pourtant, plusieurs points résistent à cette mise en cause. La logique séquentielle décrite n'exige pas une organisation massive pour fonctionner. Des cellules réduites, si elles sont bien synchronisées, peuvent produire l'effet recherché. L'implication simultanée de civils et de militaires, même marginale, correspond à des schémas observés dans des contextes de transition rapide, où les loyautés sont encore mouvantes. Enfin, la persistance des tentatives visant Ibrahim Traoré affaiblit l'hypothèse d'une simple mise en scène isolée. La lecture quantitative conduit ainsi à une conclusion prudente. Ni une menace écrasante, ni un récit creux, mais un pari mesuré. Et c'est précisément ce calibrage qui explique pourquoi l'échec est présenté comme une victoire stratégique.
La critique la plus solide adressée au récit officiel repose sur une idée simple. Il serait trop bien ordonné pour être entièrement crédible. Selon cette objection, décrire une opération dotée d'un financement identifié, d'un calendrier précis et de relais civils et militaires servirait avant tout à renforcer la légitimité d'un pouvoir qui se présente comme vigilant et indispensable. Dans cette lecture, la menace serait amplifiée pour justifier une mobilisation sécuritaire accrue, des arrestations élargies et un appel constant à la vigilance populaire. Autrement dit, la cohérence du complot raconterait autant le besoin de contrôle que la réalité du danger. Une seconde objection concerne les sources. L'essentiel des informations provient d'autorités directement impliquées dans la gestion de la crise. Les détails opérationnels, les montants évoqués et les responsabilités suggérées n'ont pas encore fait l'objet d'une contradiction publique complète. Le risque existe donc de confondre une enquête en cours avec une narration déjà stabilisée, où les zones d'incertitude seraient lissées au profit d'un récit lisible et mobilisateur. Dans ce cadre, certains observateurs soulignent que l'ampleur réelle de la tentative et l'unité de ceux qui y auraient participé restent difficiles à évaluer. Ces critiques méritent d'être prises au sérieux. Pourtant, plusieurs éléments du dossier résistent à cette mise en cause. D'abord, la logique séquentielle décrite ne nécessite pas une organisation massive pour fonctionner. Une chaîne courte, composée de cellules peu nombreuses mais coordonnées, suffit à produire l'effet recherché si le point d'entrée est bien choisi. Ensuite, l'implication simultanée de civils et de militaires, même à des niveaux marginaux, correspond à des schémas déjà observés dans des contextes de transition politique rapide où les loyautés sont encore instables. Enfin, la répétition des tentatives visant Ibrahim Traoré affaiblit l'hypothèse d'une simple mise en scène ponctuelle. La persistance suggère un conflit non résolu autour de la trajectoire politique du pays, plutôt qu'un épisode isolé instrumentalisé. Même si chaque détail reste à vérifier, le motif général demeure celui d'une pression constante exercée sur un point central du pouvoir, avec des ajustements successifs après chaque échec. La tension réelle du débat ne se situe donc pas entre vrai et faux, mais entre surestimé et suffisant. Et c'est dans cet entre-deux que se joue la compréhension de la séquence. Le point de bascule n'est ni une arrestation spectaculaire, ni une démonstration de force visible. Il se situe plus en amont, dans un élément souvent relégué au second plan, la surveillance des flux humains ordinaires. Les autorités expliquent que nombre de civils interrogés n'étaient ni des idéologues ni des conspirateurs aguerris. Ils servaient d'intermédiaires ponctuels, transportant un message, livrant un objet, ouvrant un contact, sans toujours percevoir l'ensemble du dispositif auquel ils contribuaient. C'est précisément cette banalité qui a permis l'infiltration du réseau. En cartographiant ces tâches modestes, les services de renseignement auraient reconstitué une architecture plus large, reliant des acteurs dispersés à une intention commune. Le travail n'a pas consisté à chercher un centre visible, mais à relier des marges apparemment anodines. Cette méthode rompt la synchronisation nécessaire au passage à l'acte et empêche la montée vers le pic opérationnel. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré cesse d'être uniquement la cible finale d'une tentative violente. Il devient le point autour duquel les signaux faibles se croisent, se révèlent et se trahissent. Une phrase résume ce renversement de perspective. Le quotidien a trahi le complot. La réussite ne repose donc pas sur une supériorité de moyens, mais sur une asymétrie silencieuse, fondée sur l'attention prolongée aux détails que les réseaux cherchent précisément à dissimuler dans la normalité. Ce changement de focale modifie profondément la lecture de l'événement et prépare la compréhension de ses effets concrets. Pour l'État, d'abord,
L'échec de la tentative renforce immédiatement la centralité de la sécurité comme matrice de décision. La protection de Ibrahim Traoré devient indissociable de la protection de l'appareil institutionnel lui-même. Les autorités mettent en avant la continuité, la capacité d'anticipation et la vigilance citoyenne comme preuve de solidité. Mais cette victoire discrète a un revers. Plus la menace est décrite comme persistante, plus la gouvernance tend à se resserrer. Les enquêtes se prolongent, la communication sécuritaire domine l'agenda public et chaque incident mineur est interprété comme un signal potentiel. La stabilité s'est préservée, mais au prix d'une tension permanente. Du côté des entreprises, l'effet est plus ambigu. À court terme, l'interception de la séquence évite un choc brutal qui aurait paralysé l'activité économique et désorganisé les circuits administratifs. La continuité rassure. Toutefois, à moyen terme, l'incertitude demeure. Les acteurs économiques opèrent dans un environnement où la sécurité peut redevenir prioritaire à tout moment sur la fluidité des procédures. Cette situation favorise la prudence, le report de certaines décisions et une dépendance accrue à la clarté des signaux envoyés par le pouvoir. La stabilité est fonctionnelle mais conditionnelle. Pour la population, l'impact est à la fois immédiat et diffus. Les appels à la vigilance transforment le quotidien. Signaler un comportement suspect devient un devoir civique, mais aussi une source de tension sociale. Des gestes ordinaires peuvent du soudain être relus à travers le prisme de la sécurité. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré est perçu simultanément comme une figure de protection et comme un point de cristallisation des peurs et des attentes. La sécurité ne reste plus cantonnée aux institutions. Elle s'invite dans les relations de voisinage, au travail, dans l'espace public. À l'échelle régionale, enfin, l'épisode résonne au-delà des frontières. Les accusations de soutien extérieur, qu'elles soient prouvées ou non, nourrissent une méfiance durable entre États voisins. Le Burkina Faso apparaît comme un terrain de friction où se croisent rivalité politique, alignement diplomatique et stratégie d'influence. L'échec de la tentative n'éteint pas ces dynamiques, il les rend plus visibles et parfois plus lisibles. Pris ensemble, ces quatre niveaux dessinent un même constat. Éviter une nuit de chaos n'efface pas les tensions structurelles. Cela les reporte dans le temps, parfois en les amplifiant, et oblige chaque acteur à s'adapter à un nouvel équilibre précaire. À horizon de 6 à 12 mois, la séquence décrite ouvre trois trajectoires plausibles, sans prétendre prédire l'avenir. Dans le scénario de base, la pression sécuritaire demeure élevée et continue de structurer l'agenda public. Les enquêtes se prolongent, les réseaux sont fragmentés sans être totalement dissous, et l'État privilégie la prévention. La stabilité tient, mais au prix d'une gouvernance resserrée où chaque alerte, même mineure, est traitée comme un signal critique. La vie économique et sociale s'adapte à ce régime sans rupture franche ni accélération décisive. Dans le scénario optimiste, l'échec de la tentative agit comme un catalyseur organisationnel. Les dispositifs de renseignement gagnent en efficacité, la coordination entre civils et militaires s'améliore et la vigilance citoyenne se normalise sans basculer dans la suspicion permanente. La protection de Ibrahim Traoré cesse d'être un symbole d'urgence pour devenir une routine maîtrisée, intégrée aux pratiques institutionnelles. Dans ce cadre, l'État peut progressivement desserrer l'étau sécuritaire et réinvestir des priorités de fonctionnement courant tout en maintenant un niveau d'anticipation élevé. Le scénario dégradé repose sur une dynamique inverse. La répétition des alertes entretient une spirale de méfiance. Les réseaux adverses se recomposent par petites touches
testent à nouveau les marges et contraignent les autorités à répondre par des mesures toujours plus visibles. Le risque n'est pas un effondrement soudain, mais une érosion lente, fatigue institutionnelle, crispation sociale et brouillage des signaux régionaux. La sécurité devient omniprésente sans produire le sentiment de contrôle recherché. Une recommandation de lecture s'impose dans les trois cas. Il convient de ne pas confondre intensité et direction. Une séquence de sécurité peut être bruyante sans être décisive ou discrète tout en étant structurante. L'enjeu n'est donc pas de compter les alertes, mais d'observer ce qu'elles transforment durablement dans les pratiques de gouvernance, dans les relations sociales et dans la manière dont le pouvoir communique avec ceux qu'il prétend protéger. À ce stade, la séquence cesse d'être abstraite et rejoint l'expérience du spectateur. Pour un premier groupe, elle résonne comme un rappel brutal de la fragilité des équilibres politiques. Une tentative d'échouer ne signifie pas la fin du risque, mais l'installation d'un climat où l'alerte devient permanente. Cette perception influence la manière de consommer l'information, d'évaluer les discours officiels et de hiérarchiser ce qui mérite confiance ou distance critique. Un deuxième groupe vit surtout l'effet inverse, la fatigue, la répétition de récits de menaces, d'arrestations et de mise en garde peut émousser la capacité à distinguer l'essentiel du bruit. La vigilance demandée se transforme alors en lassitude, voire en indifférence, surtout lorsque les conséquences concrètes semblent lointaines ou répétitives. Dans ce cadre, la figure de Ibrahim Traoré devient ambivalente. Pour certains, elle incarne la résistance et la continuité. Pour d'autres, elle cristallise un cycle sans fin où chaque alerte ressemble à la précédente. Un troisième groupe perçoit principalement l'impact social. Les appels à signaler, à observer et à se méfier modifient subtilement les relations ordinaires. Le voisin, le collègue ou l'intermédiaire occasionnel change de statut potentiel. Cette transformation du lien social est rarement mise en avant dans les récits sécuritaires, mais elle pèse durablement sur le sentiment de normalité et de confiance mutuelle. Face à ces effets contrastés, deux attitudes émergent. Soit subir le flux en acceptant que l'exception devienne la règle, soit ralentir, trier et réintroduire une distance consciente entre l'événement et sa propre perception. C'est souvent là que se joue l'enjeu le plus discret. Non pas ce qui arrive, mais la manière dont chacun choisit de l'intégrer dans sa lecture du présent. Une lecture opérationnelle de cette séquence conduit à esquisser une sortie par étapes, sans promesse de solution rapide ni d'éradication définitive du risque. La première étape concerne la clarification des rôles. Les autorités sécuritaires mènent l'enquête et la prévention, mais la communication doit rester factuelle et bornée aux éléments établis. L'objectif est d'éviter que l'alerte permanente ne se transforme en outil de confusion ou de surenchère, au détriment de la lisibilité publique. La deuxième étape vise la normalisation de la vigilance, informer sans dramatiser, expliquer sans désigner. Cela suppose des relais civils capables de reconnaître des signaux crédibles plutôt qu'un appel indistinct à la suspicion généralisée. Le critère d'évaluation n'est alors pas le volume de signalement, mais leur qualité et leur traçabilité. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré reste une figure centrale, non comme symbole d'urgence permanente, mais comme point de référence d'un dispositif stabilisé. La troisième étape touche à la sécurisation institutionnelle. La protection du chef de l'État doit évoluer d'un régime d'exception visible vers un dispositif intégré, moins ostentatoire mais plus robuste. Cette transition se mesure dans la capacité à maintenir des standards constants sans mobilisations exceptionnelles répétées, signe d'une résilience organisationnelle plutôt que d'une réaction ponctuelle. Une quatrième étape concerne la gestion des marges régionales.
Les accusations de soutien extérieur, qu'elles soient fondées à oui ou non, appellent des canaux diplomatiques fonctionnels, même minimaux. L'objectif n'est pas l'apaisement immédiat, mais la réduction des malentendus exploitables par des réseaux opportunistes. Enfin, une cinquième étape s'inscrit dans le temps long. Il s'agit de mesurer ce qui change réellement. Diminution des tentatives, stabilisation des loyautés ou simple déplacement des tactiques. Sans indicateur clair, chaque succès reste isolé. Cette feuille de route n'élimine pas le risque, elle le rend lisible, donc gouvernable. La séquence se referme là où elle avait commencé, dans une nuit évitée. Non comme un exploit spectaculaire, mais comme un rappel silencieux. Ce qui demeure n'est pas l'image d'une attaque manquée, mais celle d'un pays suspendu entre vigilance et épuisement, entre protection nécessaire et normalité fragilisée. Le récit officiel parle de réseau, de montants et de calendrier. Pourtant, l'empreinte la plus durable est émotionnelle, presque invisible. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré n'est plus seulement un nom répété dans des communiqués. Il devient un point de convergence symbolique autour duquel se projettent des attentes contradictoires: sécurité, changement, continuité. La tentative d'éjouer ne clôt pas l'histoire. Elle marque une pause chargée de tensions accumulées, où chaque camp observe, ajuste et attend la suite. Une phrase résume ce déplacement du regard. Éviter le chaos n'efface pas la fracture. La solidité d'un système se mesure moins à sa capacité à frapper qu'à sa faculté d'absorber les chocs sans se désagréger. Cette nuit n'a pas basculé, mais elle a laissé une trace durable. Et c'est sur cette trace, plus que sur l'événement lui-même, que se jouera la suite de la trajectoire politique et sociale du pays. Au terme de cette séquence, il ne s'agit ni d'applaudir ni de condamner mécaniquement. L'enjeu est ailleurs, dans le déplacement du regard qu'impose ce type d'événement. Racontée autour d'une tentative visant Ibrahim Traoré, l'histoire concentre l'attention sur une figure centrale, alors que les dynamiques les plus déterminantes se jouent dans la durée, au niveau des institutions et des comportements collectifs. S'arrêter au choc immédiat comporte un risque, manquer ce que la séquence révèle en profondeur. Pour le public, la tâche est à la fois plus simple et plus exigeante. Suivre sans s'enfermer, écouter sans répéter automatiquement, accepter que certains éléments restent flous tout en refusant les raccourcis confortables. La compréhension n'est pas une prise de position, mais un travail patient de tri, de mise en perspective et de vigilance critique. Si ce récit a une utilité, elle se situe précisément là. Rappeler que la stabilité n'est jamais un état acquis, mais une construction quotidienne, souvent discrète, parfois fragile. Face à ce type de moment, une question demeure ouverte et mérite d'être posée sans urgence. Préférez-vous réagir à l'événement lui-même ou interroger ce qu'il dit du système qui l'entoure et de la manière dont chacun choisit de l'interpréter?